Près de 50 morts, des fusillades en série. En 2023, la guerre des clans à Marseille pour le contrôle du trafic de stupéfiants atteint son paroxysme. Et dans la nuit du 2 au 3 avril 2023, un nouveau cap est franchi, avec un enchaînement inédit de fusillades meurtrières. Jamais des équipes de tueurs ne s'étaient répondues par les armes aussi vite. Même dans une ville habituée au règlement de compte, c'est du jamais vu. Dans les couloirs de la police, le nombre impressionnant de sirènes et gyrophares déployés tout au long de la nuit lui vaut un surnom, la nuit bleue. 3 morts la nuit dernière dans 3 fusillades en l'espace de quelques minutes. Une logique de vendetta qui s'exerce. Parmi les victimes, un mineur de 16 ans. Un conflit entre bandes rivales de trafiquants de drogue des quartiers nord. Depuis le début de l'année, 14 personnes sont mortes à Marseille. C'est vrai que quand on arrive sur place, on découvre une scène de guerre. J'étais en train de me coucher, j'ai été réveillé par 4-5 coups de feu à peu près. On va avoir des cris, on va avoir des pleurs, on va avoir des gens qui sont assis par terre, résignés. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 1, La nuit bleue. Dimanche 2 avril, 23h25. Cité du Castellas, 15e arrondissement de Marseille, quartier nord. On est en plein mois du Ramadan, quelques heures après la rupture du jeûne, le long de la petite galerie commerciale de cette cité de 2000 habitants, des dizaines de personnes sont dehors. En contrebas de la cité, une Clio arrive. Phares éteints, elle remonte le long de la galerie, puis s'arrête. Plusieurs personnes armées sortent du véhicule. Un bruit, c'est comme sur le tonnerre. Voilà, c'est comme un tonnerre. Je m'inquiétais, je regardais par la fenêtre, je voyais des gens qui courent, j'ai rien compris. J'étais vraiment congelée. Là, je regarde, je dis non, on dirait que je suis à Chicago là. Oui, mais tu vois les femmes qui crient, les enfants qui crient. On dirait que c'est une guerre. Un terroriste. Pour moi, c'est comme les terroristes, ils sont venus tirer de partout. Ils sont touchés la boulangerie, ils ont touché la pharmacie, il y a l'horte locale, ils l'ont touché. Hein. Alors moi, j'ai resté choquée. Plus de 40 balles de Kalachnikov et près d'une dizaine de balles de 9 mm sont tirées. Au moins 5 personnes sont touchées et 2 jeunes sont grièvement blessés. Tout de suite, les témoins appellent les secours. Au bataillon de marins-pompiers, le lieutenant de vaisseau Alexis reçoit l'alerte. Là, j'étais en train d'installer mon lit. Tout simplement le lit Pico, j'étais en train de le mettre en œuvre dans mon bureau et de préparer le couchage et autres. Donc j'étais encore en tenue et là on a reçu dans un premier temps cette alerte. Vu le créneau horaire et le type de véhicule en alerte, par expérience, on arrive un peu à savoir sur quel motif on va être engagé et quand 3 secondes après notre standard à la diffusion générale de la caserne diffuse le motif, là c'est confirmé. 23h39, soit 10 minutes après les détonations, une trentaine de marins-pompiers répartis dans 10 véhicules rejoignent en urgence les forces de l'ordre.
Donc là, on est quand même au pied de plusieurs barres d'immeubles. Donc on a quand même des gens, les familles qui descendent et qui essayent de regarder rapidement si c'est pas l'un de leurs proches qui a été visé ou touché. Donc là, après, il y a un attroupement. On va avoir des personnes qui vont être par les émotions, qui vont être plus sur de la résignation, qui vont être plus sur de la détresse, des cris ou de l'agressivité parce qu'ils essayent de faire sortir ça par cette démarche-là. Malgré les efforts des secouristes, les 2 jeunes de 20 et 24 ans décèdent. Les 3 autres, moins grièvement touchés, sont eux pris en charge par les médecins sur place. Je suis chez moi, donc comme d'habitude, je suis informé par mon état-major et mes officiers de quart qui vient de se passer ça sur la cité du Castellas dans le 15e arrondissement. Philippe Frison est directeur zonal adjoint de la police judiciaire de Marseille et il se rend le plus vite possible sur les lieux. Donc je suis rejoint sur place par les équipes d'enquêteurs pour procéder aux premières constatations. Et c'est vrai que quand on arrive sur place, on découvre une scène de guerre sur le Castellas. Une étendue très importante parce que je crois qu'elle est sur plus de 100 mètres. Donc avec nombreuses munitions qui ont été percutées, 2 morts au compteur sur la scène de crime, 2 blessés supplémentaires. On nous dit il y a eu encore des coups de feu un peu plus loin du côté des Égalades où il y a 1 ou 2 blessés. Une possible fusillade à moins de 500 mètres de la première, quelques minutes après. Un enchaînement presque jamais vu, cette nuit du 2 au 3 avril 2023 bascule dans l'horreur. Les blessés sont retrouvés boulevard de la Padoine, en plein cœur de la cité des Égalades. J'arrive sur un square un peu bitumé, une petite place d'environ on va dire 200 mètres carrés. Le lieutenant de vaisseau Alexis est l'un des premiers arrivés sur place. Donc quand j'arrive, on a déjà nous une ambulance du bataillon qui est présente sur les lieux, une deuxième qui est en transit et une équipe médicale de l'hôpital Nord qui se présente sur les lieux avec le médecin qui vient tout de suite à mon contact. Sur le site même, il y avait très peu de personnes à notre arrivée. C'était vraiment la police et les pompiers qui étaient des acteurs présents massifs sur le site. Et rapidement, les éléments que j'ai confirment les observations que j'ai pu avoir du centre opérationnel avec 2 personnes blessées. Ils sont conscients, ils nous parlent, donc nous tout de suite, au niveau des différentes atteintes, nous l'objectif c'est de s'assurer qu'ils ne soient pas atteints au niveau des organes nobles, au niveau des organes vitaux. Et par rapport à ça, donc le médecin nous confirme et il arrive rapidement à nous avoir un centre hospitalier de destination pour transporter ces 2 personnes. Quelques minutes plus tard, la Clio noire est retrouvée incendiée à 4 km de là, chemin du Cap Janet. Sur la première scène de crime, au Castellas, les opérations de secours se poursuivent. Et dans le même temps, l'enquête démarre. Là, je suis rejoint par le parquet, et notamment la procureure de la République de Marseille. Et donc, bien sûr, comme d'habitude, on fait un peu le point de la situation. On l'éclaire un peu sur le contentieux et sur le contexte, tout ça. Et alors qu'on est en train de faire les constatations, on apprend qu'il y a eu une 3e fusillade parce que du côté de la Joliette. Lundi 3 avril, minuit 40. Quartier de la Joliette, 2e arrondissement, on est ici aux portes du centre-ville, à quelques centaines de mètres seulement du front de mer. Le centre commercial des Terrasses du Port est juste à côté. Devant un snack, 3 adolescents de 14, 15 et 16 ans discutent. Une voiture arrive et elle s'arrête à hauteur des 3 ados. Un homme sort du véhicule, il a le visage masqué et muni d'un pistolet automatique, il ouvre le feu. La séquence est brève, brutale. Déjà plongée dans l'horreur, cette nuit du 2 au 3 avril bascule désormais dans l'irréel. 2 des ados sont fauchés sur place, le 3e parvient à prendre la fuite et se réfugie dans un hall d'immeuble. J'étais en train de me coucher, j'ai été réveillé par 4-5 coups de feu à peu près. Très fort. On n'est jamais sûr que ça soit des coups de feu. Mais là, j'étais quasiment certain. Ouais. Et en plus, j'ai entendu dans l'immédiat appeler les pompiers. Tony n'est pas le seul à sursauter. Non loin de la rue Vincent Leblanc, Julien a lui aussi tout entendu.
Moi, sur le moment, je voulais quitter le quartier, en fait. Quand j'ai compris, dès le premier soir, je me dis, bon, allez, cette fois, c'est bon. J'arrête, je m'en vais. Encore une fois, les policiers sont les premiers sur place. Peu de temps après, ils sont suivis par le bataillon de marins-pompiers. À nouveau, c'est le lieutenant de vaisseau Alexis qui est appelé. Je suis rentré en caserne du premier site à minuit 35. J'arrive enfin à pouvoir installer mon couchage dans le bureau, et une fois que je m'allonge, c'est là où j'entends le standard qui me remet de nouveau en alerte, et donc j'ai dû passer 20 secondes allongé et je suis reparti. Donc, les premiers engins, donc, ils arrivent sur place à minuit, donc 46. Moi, quand j'arrive, bon, je vois qu'il y a des engins de police qui sont sur place. Il n'y a pas encore de rubalise ou de périmètre qui vont matérialiser physiquement pour essayer de canaliser les gens. Ce que je vois, c'est rapidement, on va être très cru, mais voilà, des camions rouges qui sont sur place, qui sont en contact. Mon personnel qui est en train d'intervenir sur, je vois au loin 2 corps qui sont au sol. On va avoir des cris, on va avoir des pleurs, on va avoir des gens qui sont assis par terre, résignés, la tête dans les bras. On va avoir des gens qui vont vouloir venir tout de suite au contact pour s'assurer, parce que là, au niveau des âges, au début, on avait quand même bien notion que c'était de jeunes hommes, voire des adolescents. L'adolescent de 16 ans décède sur le coup. Le jeune de 15 ans est lui entre la vie et la mort. Moins grièvement blessé, l'ado de 14 ans est retrouvé 500 mètres plus loin. Minuit 54. Trois morts, une dizaine de blessés en à peine 1 heure. Cette succession de fusillades à Marseille est sans précédent. Et à l'hôpital, on anticipe le pire. Joanne Menu, la directrice adjointe de l'hôpital Nord, est de garde. Et elle reçoit un appel. Là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de particulier, parce que pour que ce soit le médecin régulateur du SAMU qui appelle, c'est qu'il y a une information particulière. Donc voilà, je me souviens m'être redressée, et puis là, prendre l'information et me dire, ok, donc là, il faut que je bascule et que... Et après, j'ai appelé les seniors de garde qui, pour certains, étaient en fait déjà au bloc ou en train de faire quelque chose. Alors, j'ai déjà eu ça parce que ma dernière garde, ma d'élève directeur, quand j'étais à Paris, c'était le 13 novembre. Donc, du coup, on est formé en fait à faire face à ça. À l'hôpital Nord, on se prépare à recevoir un nombre important de victimes. En l'occurrence, on n'a pas activé le plan blanc, mais on peut quand même se mettre en préalerte. Et donc là, c'est un peu la signification de son message, c'est de se mettre en préalerte. Et ces plans, en fait, en fonction de la situation, ils nous permettent de éventuellement maintenir des personnels en poste, d'en rappeler certains, d'augmenter aussi nos moyens en termes de matériel. Et surtout, là, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai commencé à appeler ce qu'on appelle les secteurs chauds. Donc, les urgences, la réanimation, le bloc opératoire, pour savoir quelles étaient leurs capacités d'accueil. Une des autres choses aussi à laquelle on se prépare assez vite, c'est l'afflux ensuite des familles. Parce que forcément, quand on reçoit beaucoup de victimes, et c'était quelque chose aussi qui s'était passé sur le 13 novembre à Paris, c'est que après on s'attend à ce que du coup les gens viennent demander des nouvelles, recherchent en fait leurs proches. Et c'est ce qui s'est passé là dans la nuit du 2 au 3 avril. On a des familles qui se sont présentées spontanément aux urgences. Sur les scènes de crime, les enquêtes commencent. Cette succession inédite de fusillades interroge. Sont-elles liées? S'agit-il de répliques? A-t-on affaire aux mêmes équipes de tueurs? Des questions que se pose aussi le commissaire Frison. Et à la Joliette, un premier élément de réponse surgit. En fait, on s'aperçoit que c'est une véhicule que l'on connaît, que l'on surveille en proactif, que l'on sait pouvoir être utilisé par des tueurs. Pas par des tueurs, mais par des gens qui peuvent monter sur ce type d'acte. Cette piste confirme son intuition. Les modes opératoires, le véhicule identifié et les quartiers où les balles ont fusé sont autant de signatures de la guerre qui ensanglantent Marseille depuis le début de l'année 2023. Et avec cette nuit, les enquêteurs comprennent une chose.
Fini les règlements de compte préparés des semaines à l'avance. Désormais, à Marseille, les équipes de tueurs sont capables de se répondre dans l'heure. Quelques jours plus tard, l'une des victimes de la Joliette décédera des suites de ses blessures, portant le bilan de cette nuit du 2 au 3 avril à 4 morts et une dizaine de blessés. Un bilan dramatique dans une année 2023 sanglante. Jamais Marseille n'a connu dans son histoire récente une telle hécatombe. Au moment de l'enregistrement, nous sommes fin novembre et on compte près de 50 morts et plus de 110 blessés sur fond de trafic de stupéfiants. Des chiffres records qui ont une origine. Une guerre responsable à elle seule de 80% de ces homicides. Une guerre qui oppose deux clans de narcotrafiquants, la DZ Mafia contre Yoda. Vous écoutez Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. 5 saisons à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.